Êtes-vous prêt à danser autant d'heures que cela? Passer 3 jours entre Golfe du Bas et Golfe du Haut, et dans ces falaises merveilleuses. Et en fin de compte, si je vous ai programmé ce film, c'est que Rouch, tout du long, comme il le disait d'ailleurs, paye sa dette envers Marcel Griaule, car il avait découvert l'ethnographie à travers les travaux de Griaule et à travers, entre autres, les textes de la mission Dakar Djibouti, donc ma mission de 31-33. Et en même temps, il y avait tout un long débat, une immense discussion entre les deux, parce que Jean était l'élève de Marcel Griaule au Musée de l'Homme, et il y avait une discussion sur le cinéma, parce que dès le départ, Marcel Griaule voulait utiliser le cinéma pour pouvoir notamment faire ce que Jean a fait dans le Dama d'Ambara, mais ce qu'il avait fait aussi antérieurement dans un énorme travail avec Germaine Dieterlin, c'est la série des 7 Sigi, depuis 1966 jusqu'à 1973. Pendant 7 ans, ils vont retourner régulièrement, suivre cette cérémonie. Donc il arrivait de la parole. Encore une fois, alors ne me demandez pas trop, parce que moi je suis pas du tout spécialisé de Gond, mais néanmoins, pour l'avoir beaucoup écouté quand même, au Musée de l'Homme, pour Jean, c'était vraiment son opus magistral, je dirais, au niveau de sa recherche par le cinéma en ethnographie. Et le Dama d'Ambara, donc d'être envers Marcel Griaule, mais aussi tendre la main, remercier une personne qui était très importante dans son existence et dans son parcours de chercheur, c'est Germaine Dieterlin. On parle que très souvent dans le monde de l'ethnographie, on parle des hommes. Ça me fait penser à cette table ronde qui a eu lieu hier, mais il y avait des femmes aussi. Et des femmes remarquables. Germaine Dieterlin, qui est quand même partie avec Marcel Griaule à partir de 1936, si je ne me trompe pas, en pays d'Ogon. Griaule aimait bien les femmes d'ailleurs, ils les emmenait assez souvent sur le terrain. Jean aussi. Et Germaine a poursuivi les travaux de Marcel Griaule après sa disparition en 1956, et notamment avec la publication d'un livre que je vous recommande qui s'appelle Le Renard Pâle. Le renard pâle, qui est l'origine de la parole, l'origine de la mort, pourquoi, en quelque sorte, une certaine version de la métaphysique des Dogons, à travers le mythe fondateur. Et ces trois-là, aussi bien Jean, Marcel Griaule que Germaine, ils étaient tous les trois à la Société des Explorateurs. Et ça aussi, ça a été un lien très fort pendant quelques décennies entre la Société, le Musée de l'Homme, ce qu'on a appelé aussi la Société d'ethnologie française. Et en fin de compte, il passait d'une sphère à une autre, mais il n'y avait pas de frontières. On partait en mission, il y avait la Société des Explorateurs, pour vous dire, Rouch, la toute première mission qu'il a faite, pour ceux qui étaient là, par exemple, l'an dernier, pour le film qu'on avait réalisé avec Laurent Védrine, dès 1946. Pas grave. Jean part sous l'égide de la Société des Explorateurs, et c'est comme ça qu'il aura le prix Lyotard en 1947. D'ailleurs, la première édition du prix Lyotard, remise par le président de la République de l'époque. Me demandez pas qui, je ne sais plus. Voilà. Et Jean, en fin de compte, à partir de cette période, va rester très attaché aux travaux de Marcel Griaule, à ce qui était son maître, mais en même temps va aussi avoir son propre terrain, parce que, comme il le disait toujours, c'est le terrain de Germaine Dieterlin et de Marcel Griaule, le pays de Gond, c'est pas le mien. Il devient mon terrain en tant que cinéaste, mais non pas en tant qu'ethnologue. Son terrain à lui, c'était le Niger, c'était le Ghana, les oreilles, effectivement, et c'était ça, et puis le long du fleuve Niger, comme toute la boucle nord. Mais néanmoins, si on reprend l'ensemble de l'ère culturelle de la boucle nord du fleuve Niger, pour certains, je sais pas, ça dit quelque chose, mais en gros, on part de Ségou, Ségou, Tombouctou, Gao. Les Dogons, c'est la partie sud de cette grande boucle, en fin de compte. Voilà.
Alors vous avez peut-être des questions. Toi qui connais ces gens. Moi, je dirais que c'est le premier film d'exploration que j'ai vu depuis que je suis là. Parce que là, on est vraiment dans une autre planète. Tout un peuple qui passe son temps à faire quelque chose qui nous émerveille, mais qu'on ne comprend absolument pas, ni le près ni l'autre. Mais bon, qui est le rapport avec, effectivement, ce fameux renard pâle, qui leur a amené la parole, oui, le logos, la société, puis en même temps la finitude, quoi, la mort. Oui. Et non, moi je suis totalement émerveillé. Les prises de vue, déjà, c'est extraordinaire. Comment le gars se fait oublier. On ne voit pas le bout de nez d'un japonais, d'un blanc dans les plans. Hein. À un moment, il y en a un très très bref, c'est un panneau où j'ai vu un blanc. Mais sinon, enfin, en tout cas, on est dans un autre temps, quoi. Et donc, je trouve ça admirable. Rouge, l'empathie, la symbiose, la transmission, et il est là parmi eux, un des leurs, enfin, il s'est fait complètement accepter. Ça, c'est magique. Tout ça avec une petite caméra 7. Non, là, il était avec un Atom. Ah bon, ah oui, le premier Atom. Avec le son synchrone. Ouais. Mais c'est pas du 16, c'est du 35? C'est du 16. Oui, c'est du 16. C'est du 16. Et alors, c'est Ektachrome ou Technicolor? Parce que c'est beau aussi, la couleur, on voit plus ça. Alors, je pense que c'est... La densité de la couleur, c'est autre chose que la lumière. Mais très bien numérisé, bravo. Moi, je sais pas si c'est non, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est le CNC qui a fait un formidable travail sur... voilà, quasi tous les films Dogon de Jean Rouch ont été numérisés depuis son décès en 2004. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un corpus cinématographique et ethnographique unique. Vraiment unique. Alors quand tu disais qu'on ne voit pas le nez d'un blanc, bon, on en voit quelques-uns quand même, au moins un, effectivement, et c'était c'était Michel Cartry, qui était un ethnologue français qui travaillait sur la zone voltaïque à l'époque, comme on disait, aujourd'hui le Burkina Faso. Et Michel, à l'époque, suivait Rouch dans ses péripéties, ses périples en pays Dogon, parce qu'il y avait un lien, parce que les Dogons, tous les Dogons que vous voyez là, pour la grande majorité, ils ne sont pas en pays Dogon. Ils sont partis. Le son a fait comme les Dogons, ils migrent. Et ils migrent, soit à l'époque sur la Haute-Volta, soit sur la Côte d'Ivoire, ou la partie ouest du Mali, voire jusqu'au Sénégal. Et pour organiser un débat, il faut qu'ils reviennent. Il faut que tous les hommes soient là, que toutes les générations aussi soient représentées. Hein, c'est pour ça que Rouch s'attache assez souvent aux enfants. C'est pour montrer la transmission. C'est que les enfants, ils peuvent aussi courir, ils peuvent traverser l'esplanade, ils font partie du rituel. Hein, le rituel, c'est tout le monde. Alors, au début, il dit que les femmes, il dit que les femmes n'assistent pas. Elles assistent de très loin, en fin de compte. Et il n'y a qu'une femme, par contre, qui assiste de très près, parce qu'elle y était à ce moment-là aussi, c'était Germaine Dieterlen. Et Germaine Dieterlen a eu une telle relation, je dirais, extrêmement forte avec ses informateurs, qu'au moment d'un des Sigis, je ne sais plus lequel, ils l'ont fait Yassigine. C'est-à-dire qu'elle est devenue représentante féminine du Sigi, et c'est en tant qu'ethnologue. Ah, bon, ça c'est parfait après, parce que déjà il y a une chose aussi qui est très intéressante et qui est matérialisée dans le rituel, et dès le départ. Hein, on a les premiers, les poules et autres, et ensuite on a ceux qui représentent l'islam, qui sont contre le dhamma, qui sont contre en vert, exactement, le vert de l'islam d'ailleurs. Hein, mais ils sont introduits dans le rituel, comme on a le policier. Quand il y a eu un dhamma organisé par Rouch, à la demande de gens et tout, suite au décès de Germaine Dieterlen, il y avait Monsieur Caméra. La caméra de Rouch est intégrée dans le rituel. Je ne sais plus quand c'était fait, en 1999, ça a dû être en 2002, quelque chose comme ça. Voilà, au début des années 2000, il y avait une caméra, Monsieur Caméra. Mais ça, c'est un grand classique hein, dans les rituels en pays souverain, par exemple, donc là, à peu près à 1200 km vers l'est,
hein, donc le prolongement du fleuve Niger et qui va ensuite sur le Nigeria et le Bénin, enfin, le long de la frontière du Bénin, je dirais l'actualité est intégrée au rituel. Il y a quelques années, on pouvait encore aller au Niger, et là on était donc en 2020, lors d'un rituel d'Aokan, c'est les génies de la force, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Rouge, c'est les mêmes que dans Maître Fou. Et là, on avait des génies islamistes. Voilà, donc il y a le passé, le présent, tout ça se mixe et participe à la réutilisation, en fin de compte, de l'existence. Oui. Oui, moi, ce qui m'a vraiment complètement illuminé, c'est le texte. Parce que je trouve le texte, il est assez admirable, et j'aimerais savoir si vous avez des détails, parce que on comprend qu'il s'est vraiment enrichi de toutes les légendes, l'histoire, la poésie, la vision de l'univers, etc. On sent qu'il est très très proche, puisqu'il fait une description très très détaillée de toutes les cérémonies, mais en même temps, c'est embarqué dans un texte qui est comme une espèce de long poème, à la fois précis, mais avec une inspiration presque mystique par moments, très très poétique, et c'est entièrement écrit par lui, ou c'est comment, voilà. Alors il le dit au départ, hein, sur des textes de Marcel Griault. C'est des textes que vous pouvez relire, vous pouvez retrouver, hein, c'est dans Masque d'Ogon, qui est la thèse de Marcel Griault, d'ailleurs qui était l'une des toutes premières thèses en ethnologie en France. Je crois que Griault c'est le 3e thésard de France. Et ensuite, dans cette thèse, eh bien, il y a les devises. Les devises, c'est ce qui est raconté au moment des rituels, au moment tous les moments, je dirais, liés à la religion, il y a des devises. Il y a les devises, par exemple, des masques. Hein, et il le dit, d'ailleurs, il relie certaines devises par rapport au masque Echanas. Ensuite, il y a le voleur. Voilà. Donc, chacun des masques a son histoire. Et c'est ces histoires qui font devise. Et puis, il y a des devises aussi qui sont donc prononcées par les maîtres de cérémonie. Donc, en fonction des situations, eh bien, ils racontent une histoire. Et c'est vrai que l'ensemble de ce film, et c'est là où vous avez entièrement raison, c'est un véritable conte. Et ça, Rouge était spécialiste, d'une certaine manière, de faire des contes cinématographiques avec l'ethnographie. Si on reprend un film comme La chasse au lion à l'arc, qui est un film de 67, 66 même, les enfants, écoutez la légende de vos grands-parents. Ça commence comme ça. Le pays de la lune. Voilà. Et donc, tout de suite, on est parti dans le merveilleux. Et là, il nous fait le même coup. Oui, madame. Merci, c'est exactement la question que je voulais poser, parce que je trouve que le texte participe complètement à la dimension hypnotique du film, et ça m'amène au cinéma, et je voulais vous poser une question. Vous citez Jean Rouch comme cinéaste, et non pas ni reporter, ni documentariste, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler du cinéma, de l'idée de cinéma chez Jean Rouch, justement dans cette dimension un peu hypnotique qui est celle du cinéma, je crois. On a le droit de dépasser? Parce que alors là, c'est conséquent. Si vous voulez, le cinéma chez Rouch, c'est dès l'enfance. Alors bon, il y a des gens qui ont raconté des choses un peu bizarres, hein, un peu noir et blanc d'ailleurs. Hein, du côté du papa, c'est le documentaire, du côté de la maman, c'est la fiction. C'est l'un et l'autre, et tout ça, ça forme Jean Rouch. Mais surtout une chose, c'est que dans la famille de Rouch, il y avait un oncle, un cousin même, pas un oncle, un cousin qui était l'un des premiers critiques de cinéma documentaire en France. Et ça a été le premier, par exemple, à interviewer Robert Flaherty, le réalisateur de Nanook, entre autres, ou L'Homme d'Aran, ou Mutana Story, excusez du peu au niveau de la filmographie. Et si je ne me trompe pas, l'interview elle doit dater de 27 ou 28. Bon, donc la famille est déjà dans le monde de l'image. Hein, Rouch racontait toujours que quand il était enfant, il y avait des séances de photos en daguerreotype.
Il avait 2 oncles qui avaient parcouru l'Asie centrale jusqu'à l'Ouzbékistan pour faire de la photo avec qui? Les frères Lumière. C'est très bien, on est ici, dans leur salle de cinéma. Voilà, donc le cinéma, il a toujours été là. Ensuite, il a eu un père qui a énormément fait pour qu'il aille au cinéma. Une des anecdotes, c'est que Rouch, un jour, se retrouve... enfin, il était à Alger avec sa famille, voilà, parce que son père a assez énormément voyagé. Et à Alger, il y avait la première rétrospective des films de Charlie Chaplin. Pendant 2 jours, il était au cinéma, il n'a pas été à l'école. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était aussi quelque part en lui. Bon, évidemment, tout ça, c'est des histoires que l'on écrit lui-même, mais il y a toujours un fond de vérité, c'est qu'il avait déjà en lui, avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que bon, il est né en 1917, cet esprit qui était à la Cinémathèque française. On voit un film, on revoit un deuxième film, on revoit toujours. Hein, si vous voulez, Jean Nanouk, en gros, il a dû le voir 60 ou 70 fois dans son existence. Il n'y avait pas eu une année où vous ne voyez pas Nanouk. Alors, effectivement, c'est le fondateur de l'anthropologie visuelle. Tu as entièrement raison, Bambou. C'est qu'il va associer le cinéma avec la recherche. Alors, il n'est pas le premier. Le premier, c'est Pinlevé. Hein, Jean Pinlevé. Mais, néanmoins, Rouch, lui, il va l'appliquer pour les sciences humaines. Mais il va l'appliquer, comme je disais en introduction, avec, en toile de fond, je dirais, les idées que pouvait avoir Marcel Griaule de l'utilisation du cinéma. Parce que dans le Damas, là, que vous avez vu, il y a toutes les séquences qui sont tournées depuis les terrasses. C'est pas une découverte de Rouch, c'est une découverte de Marcel Griaule, parce que Griaule avait imaginé de tourner un Damas comme si on était en studio à Hollywood. C'est-à-dire qu'il y avait 6 caméras. Ça, vous le retrouvez, hein, il y a un article là-dessus. Et donc, il avait repéré de là où il fallait se positionner, Griaule avait repéré de là où il fallait se positionner pour avoir comme un opéra total, donc d'avoir un Damas total au niveau de l'image. Sauf que dans les années 30, c'était infaisable. Voilà. Et puis même moi, en 1974, il est tout seul avec sa caméra. Bon, en même temps, je ne sais pas si ça donnerait grand-chose d'avoir tout. Il y a des parts de secret quand même dans tout ça. Oui, Henri Stork, c'est quand Henri Stork, alors, Henri Stork, il commence à tourner donc à la fin des années 20, hein, au stand notamment. Pareil, hein, Henri Stork, pour ceux qui ne savent pas, c'est le père du documentaire, enfin, l'un des pères et le principal du documentaire belge, qui va d'ailleurs frayer très très proche du monde de l'ethnographie, parce que Stork avait été envisagé pour partir avec Griaule pour la mission Dakar-Djibouti. Donc, encore une fois, c'est tous des gens qui, à un moment ou un autre, étaient liés. Et Bambou parle aussi citer un autre nom extrêmement célèbre dans le milieu et par rapport à cette période, c'est donc Joris Stevens, qui lui va du côté des Pays-Bas et va être un des pères, enfin oui, le père, là on peut vraiment dire le père fondateur du documentaire hollandais, hollandais, et ça en étant influencé par un personnage extraordinaire qui était Einstein, parce que là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais les gros plans, c'est les gros plans qu'on peut retrouver dans Octobre, qu'on peut retrouver dans tout un ensemble de films des Einstein. Et Rouch, les premières images qu'il va faire qu'on l'on connaisse, ce sont des gros plans pour un rituel de possession, mais c'est les Einstein tout craché. Non, c'était une question en fait, parce que on a parlé de ciné-trans pour Rouch. C'est-à-dire le fait que par moment, alors là, c'est qu'on le ressent, parce que là, c'est très ritualisé, donc il suit tout le rituel, mais on voit que quand même, il a une manière d'être avec sa caméra en immersion, et dans la musique, même dans le rythme, il y a quelque chose, et c'est vrai que on a l'impression qu'il arrive à se fondre, quoi, dans le... C'était quoi cette idée de ciné-trans, quoi? Alors la ciné-trans, en fin de compte, c'est un concept que Rouch commence à utiliser à la fin des années 60. Il avait tellement l'habitude d'être dans les rituels. Par exemple, les rituels de possession.
Quand il va se mettre à tourner sur les rituels de possession de la pluie, les fameux Yenendi, il en avait déjà vu des dizaines. Donc il savait où se positionner, il savait comment suivre le rythme des tambours, entre autres, hein, ou des calebasses retournées. Et c'est quelqu'un qui connaissait très très bien l'organisation du rituel. Donc au moment où il a la caméra, il a déjà tout ça, et il se laisse porter par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui apparaît au niveau des devises. Par exemple, les accidents de rythme avec les calebasses. Ça, on l'a dans un film assez extraordinaire qui s'appelle Initiation à la danse des possédés, qui est un film de 48, où à un moment, il y a une rupture, et en fin de compte, le frappeur de calebasse s'est arrêté parce qu'il avait soif. Voilà, c'est un truc, un accident tout bête, hein. Il avait soif, et bien Marouche, il s'arrête de tourner. Voilà. Et il y a un film qui s'appelle Tourou Ibiti, qui est un film, je crois, de 71, 72, quelque chose comme ça, où là, Jean va filmer et il va, en suivant le futur possédé, et la possession ne viendra pas. Mais, au bout d'un moment, il va être repris par celui qui devait être possédé, qui ne l'est pas, mais qui le devient dans son dos. Donc, au bout d'un moment, il est totalement dans le rituel. Il fait, voilà. Et pour Jean, il était en transe derrière sa caméra. Pour lui, il était totalement, il suivait totalement le rythme, il suivait aussi, il savait quand parce qu'il y a tous des échanges de regards, hein, dans la possession, entre les prêtres et les futurs possédés. Il y a aussi les devises, donc en fonction de l'intensité de la devise, de son rythme, de sa répétition, on commence à sentir arriver la possession. Il y a aussi des signes, c'est les yeux révulsés, c'est la personne qui commence à trembler, hein, comme il le dit dans Maître Food, hein, ça commence par la droite et puis après on va vers la gauche, au lycée de Versailles. Mais bon, voilà, donc tout ça, il le maîtrisait, et il pouvait donc totalement se laisser aller par ce qui était le rituel, le rythme du rituel. Il n'était pas à la recherche. Oui, monsieur. Sans micro, pardon. Merci. C'est une question d'un néophyte complet, bien que j'ai vu tous les films de Jean Rouch. Je reviens au Dogon. Je suis très frappé dans ce film que je ne connaissais pas, par le niveau physique, d'entraînement physique, sans parler de la possession, de tous ces hommes qui se retrouvent, d'après ce que vous avez dit, au-delà du Dambara tous les 60 ans, dans les Dambas, régulièrement. Alors comment ils font pour garder ce partage philosophique, idéologique, religieux, je ne sais pas comment dire, et cette condition physique qui leur permet de tenir pendant 3 jours de cette manière-là, alors qu'ils sont dispersés tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a régulièrement des dambas, régulièrement des enterrements, qui leur permettent, là où ils sont, de continuer? Ou comment ils tiennent et ils maintiennent cette capacité? Comment ils la développent? Excusez-moi, je ne suis pas très clair, mais... Non, mais j'ai compris. C'est ce que je veux dire. C'était très clair. Par exemple, les masques à étage. Les masques à étage, pendant des jours et des jours, ils ont répété. Ils ont répété des mouvements. D'ailleurs, il ne faut jamais voir les visages. Je ne sais pas si vous avez vu au moment du ralenti, on voit le masque qui part en arrière et tout de suite, il met la queue du cheval, comment on dit d'ailleurs, pour chasser les mouches, le chasse-mouche, tout simplement, devant son visage, pour pas qu'on le reconnaisse. Voilà, donc ça c'est secret. Enfin, c'est secret par rapport à l'identité du porteur du masque. On ne voit jamais un visage. Donc, il y a une initiation, déjà, pour connaître l'histoire du masque, pour savoir comment il peut réagir, on s'est dit. Ça aussi, c'est très important. C'est des choses dangereuses, quelque part. Il y a des porteurs de masques, ça se passe pas toujours bien. Ça se passait pas toujours bien, parce que je crois que les damas, depuis un bout de temps, on n'en a plus. Mais pour revenir à ce que vous disiez au niveau du rythme, de la fréquence de l'organisation de ces grands damas, il le dit, j'en sais tous les 5 ans, 5-6 ans. On réunit un ensemble d'âmes errantes dans le village, et puis on les enchante pour qu'elles puissent partir. Sinon, il y a les petits damas. Et ça, les petits damas, ça peut avoir lieu n'importe quand. Alors là, je vais peut-être choquer un certain nombre de gens, c'est 95% de ce que vous voyez à la télévision dans les documentaires. Il n'y a rien plus c'est un grand damas. Non pas que ce soit secret, mais
tous les 5 ans, ça arrive pas comme ça. Voilà. Et pour avoir organisé ce qu'on appelle un regard comparé sur les Dogons, les Damas, c'était tous les 2 films, quoi. Non, mais là je ne sais pas hein, exactement la situation en pays Dogon. Enfin, si, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même une guerre civile hein, entre les Peuls, les Dogons, les Bambarins, enfin bon, il y a tout, puis le reste. Il y a un dénommé W aussi qui se promène là-bas. Ensuite, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que à partir des années 90, 90, c'est devenu un lieu touristique phénoménal. Hein, quand il y avait un groupe de blancs qui débarquait, on organisait un Dama. Il n'y avait pas de mort, on organisait un Dama. Il y avait des morts tout le temps, en quelque sorte. Et c'était pour faire. Voilà. D'ailleurs, il y a même eu une troupe qui s'est appelée Ballet National Dogon. Voilà. C'était devenu un immense business qui s'est écroulé maintenant il y a une dizaine d'années, quoi. À peu près. Alors voilà, ça c'est effectivement aussi bien donc, pour les Damas, parce que c'est pas le seul, hein. Il y a le Dama Dolo, le Dama du Vieil Yanaï. Alors ça, Vieil Yanaï, c'est ni un grand ni un petit Dama, mais c'était l'une des mémoires comment dirais-je, spirituelles les plus importantes à l'époque en pays Dogon. Et quand il est décédé, Dolo, Vieil Yanaï, il aurait eu 120 ans, ce qui veut dire qu'il avait connu au moins 3 Sigi, ce qui est exceptionnel. Alors après, ça se construit, hein, encore une fois. Mais voilà, il aurait pu voir donc un Sigi qui s'était passé à la fin du 19e, même pas, donc non, dans les années 1860 ou 1870, chose comme ça. Et puis, oui, parce que je crois qu'il est mort en 75, 76. Vous voyez, donc, c'était une super mémoire des rituels. Parce que quand un vieux comme ça part, alors bon, il y a la fameuse phrase que Dormono avait reprise, qui était, voilà, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va. Mais c'est vrai que pour le monde des rituels, quand un vieux part, c'est toute la mémoire, parce qu'il faut connaître, il n'y a pas que ce qui va se passer sur la place publique, il faut connaître aussi les différents endroits. À un moment, on est à la sortie du village, et on passe devant quoi? On passe devant le secte de la Yassigine. Il faut savoir où il est. Et il n'y a que les vieux qui le savent. Parce que tout ça, encore une fois, alors que quotidiennement, vous pouvez le passer, hein. Pas un problème. Bien. Mais qu'on continue, la semaine prochaine, je vous en ramène. Je sais pas, il faut continuer en régie, dites-nous. Je sais pas s'il y a une projection tout de suite après. On a encore du temps? Je vois que vous venez. Et alors alors, donc, on va prendre ça. On va prendre 5-10 minutes. Vous avez des questions, d'autres questions? Alors, pour vous donner aussi d'autres informations, voilà, et concernant le Dama, eh bien, comme quoi, en pays Dogon, tout était ouvert, parce que quand Marcel Griaule va décéder donc, en 1956, les Dogons, quelques années plus tard, vont organiser le Dama. Alors évidemment, ça ne sera pas avec la dépouille de Marcel Griaule, mais avec une poupée effigie. Griaule qui sera représenté avec son casque colonial, bien sûr, avec son pantalon qu'il avait laissé, parce qu'il y avait une maison, un lieu permanent pour les différents chercheurs qui venaient en pays Dogon, à Sangha, et sa chemise. Et donc ils vont reconstituer une espèce de grande poupée. Ils vont installer Griaule sur une chaise et devant sa table de travail, et quoi? Un carnet et un crayon.
Pour eux, Griaule, c'était le crayon et le carnet. Et ils vont organiser donc ce damas autour de la maison de Griaule, l'amener sur la place publique comme on l'a vu là, cette fameuse place. Et de là, ils vont emmener l'effigie de Griaule le long de la Gona, qui est la rivière que l'on a vue au début du film, où il y avait les champs d'oignons avec l'arc-en-ciel, hein, comme le côté, encore une fois, tu disais, la poésie, quoi. C'est ça, en permanence. Et ils vont enfouir l'effigie dans le long de la Gona. Pourquoi? Parce que Griaule a fait deux choses, a fait réaliser deux travaux importants. La première chose, c'est le barrage sur la Gona pour permettre l'exploitation de l'oignon, et puis entre autres aussi tout ce qui était au niveau du mil et céréales. Mais il va faire aussi construire une route qui va permettre d'aller depuis Mopti jusqu'à Sanga, donc désenclaver toute la région de la falaise et permettre aux Dogons de migrer, d'aller là où il y avait du travail. Parce que s'ils étaient restés sur place, même pendant la deuxième partie de la période coloniale, les années 40-50, c'est pas comme ça qu'ils auraient pu... Il faut quand même bien imaginer une chose, c'est que les deux... Un, deux, ça marche. Les Dogons, et il est souvent dit, oui, ils sont enclavés dans leur falaise, hein, à 200 mètres d'altitude, machin et tout ça. Non, ils sont pas si enclavés que ça, ils circulaient déjà. Et ça a énormément aussi fait venir... la radio, ils l'ont depuis le début des années 50. Georges Rouge me dit, ah, ils écoutaient Duke Ellington. Lui qui adorait le jazz, c'était très bien. Voilà. Donc, le lien à ce qu'on appelle tradition, modernité, les Dogons le connaissent depuis très 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 longtemps. Voilà. Donc voilà, il y a eu donc le damas de Marcel Griaule, il y a eu le damas de Germaine Dieterlin, organisé à la demande de Jean Rouch, et il y a eu un damas à Rouch, là où a été, parce qu'on brise à la fin, hein, la fameuse houe donc d'Amadinier, hein, la houe de la parole, la houe de la mémoire, et Rouch, qu'est-ce qu'ils ont cassé? Alors là, c'est assez impressionnant, moi ça m'a fait quelque chose. J'étais pas, mais j'ai vu en film, 5 caméras. Ils ont demandé à ce que ceux qui étaient venus depuis Paris pour être présents, d'amener l'objet qui représentait Rouge pour eux, c'était sa caméra. Donc ils sont descendus, heureusement il y en avait deux, il y en a encore une, mais néanmoins, ils sont descendus avec une des atones et ils l'ont jetée sur l'autel. La caméra, elle a explosé. Mais bon, ça c'est pas grave, c'était leur demande. Et Rouge, l'effigie de Rouge, a été rejointe par les morceaux de la caméra. Et là, pareil, le long de la Gona, bon, voilà, ils ont les membres de l'équipe Griaule ou l'étudiant de Griaule se sont retrouvés côte à côte avec leurs effigies, donc le long de la Gona. Je crois que là, on me fait signe. Vous avez vu? Alors, quand même, la dernière chose, pour ceux qui ont des masques de gond, vous avez des morceaux de bois chez vous. Hein. Il n'y a rien de secret. Donc le musée du Quai Branly n'a que des morceaux de bois, donc s'il y a un problème de chauffage l'hiver, on pourra continuer à avoir chaud. Bonne fin d'après-midi et merci à vous.